Bonjour. Donc nous sommes ici à la deuxième journée des 3 jours du climat qu'a organisé en partenariat entre l'université et l'agglomération Pau, Béarn, Pyrénées-Bigorre et le programme Acclimatera. Aujourd'hui, donc, hier, on a eu la présentation du plan Action Climat de la ville de Pau et la présentation d'Acclimatera. Et aujourd'hui, on avait décidé de faire une journée plus scientifique, plus d'études sur ces événements, Acclimatera et le plan de la ville de Pau, pour réfléchir un peu à qu'est-ce qui se passe en matière climatique à l'échelle locale. L'objectif de notre journée, c'est regarder comment le local se saisit du défi du changement climatique. Je vous ai dit, deuxième journée, donc elle va se dérouler en plusieurs temps que je vais vous présenter. Puis il y aura une troisième journée qui aura lieu samedi et qui consistera en la visite d'un équipement technique de l'agglomération de Pau, de Pau-Pyrénées-Béarn, qui est la chaufferie bois et le réseau de chaleur qui se trouve au hameau. Et la visite est de 9h à 17h et c'est libre. Voilà. Aujourd'hui, la journée va se structurer en 2 temps. Le premier temps, ça va être celui de la matinée, où on va avoir d'abord les introductions, qui viennent de commencer et qui vont continuer. Puis après, on va avoir un deuxième temps qui va être sur les prospectives climatiques. En gros, le principe, ça va consister à dire comment, à l'échelle locale, on se positionne par rapport au changement climatique et comment on essaye de prédire le futur qui va arriver. Sans vouloir déflorer trop le sujet, on va voir qu'il y a 2 méthodes différentes de se positionner par rapport au futur. L'une qui est de faire de la prévision climatique pour dire ça va changer et il va falloir qu'on s'en adapte. Et en fait, les scientifiques donnent des outils et des prévisions aux politiques pour que les politiques adaptent leurs politiques. Et puis, la deuxième manière d'agir, c'est celle d'Adour 2050, qui est là, qui a décidé, eux, à l'échelle du bassin de l'Adour, d'essayer d'imaginer les différents futurs possibles compte tenu du changement climatique et de se positionner sur un futur souhaitable et souhaité par les différents acteurs intéressés par la gestion de l'eau pour essayer d'y aller. Ça sera la première partie de la matinée, de la journée, va nous amener à discuter donc de ces 2 manières de faire de la prospective à l'échelle locale. L'après-midi, on aura des actions climatiques locales. Donc là, on verra comment des collectivités, des acteurs situés à l'échelle locale, des instituts d'aménagement ou des instituts des syndicats départementaux, comment eux, ils abordent la transition énergétique. Et on aura plusieurs temps. Un premier temps qui nous dira, ou ça va être plutôt un temps universitaire, quels sont les cadres juridiques qui permettent à l'échelle locale d'agir en matière de changement climatique. Et puis ensuite, une présentation où on vous présentera les résultats d'une étude qu'on a menée à l'échelle de la France sur comment les villes moyennes, comparables à Pau, se saisissent de la question du changement climatique. Et on verra, ça nous permettra de mettre en perspective le plan palois et de regarder quel est l'univers des possibles en France en matière de lutte contre le changement climatique. Ce sera le premier temps de l'après-midi. Ensuite, on aura un deuxième temps qui sera avec des acteurs qui vont présenter leurs expériences. Donc, on en aura 3. Normalement, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, le SDEPA, le syndicat départemental d'énergie, et le Parc national des Pyrénées, qui tous 3 nous parleront des actions qu'ils mènent ou qu'ils essaient de mener dans les territoires en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et puis ensuite, nous conclurons par une table ronde. Voilà, donc là, je vous ai fait l'introduction. Maintenant, on va avoir donc les mots de bienvenue avec d'abord M. Amaral, président de l'Université de Pau, ensuite les directeurs des laboratoires impliqués dans la mise en œuvre de cette journée, donc le laboratoire Pau Droit Public et le laboratoire Passage, et ensuite l'agglomération de Pau. Et ces 3 acteurs sont ceux qui sont à l'origine de cette journée et de cette manifestation.
Du monde va arriver pendant les présentations. Il y a les lycées, il y a 3 classes de lycée qui doivent venir, donc elles vont faire du bruit. Et puis il y a un bus qui a pris du retard, qui arrive d'Anglet et qui vont faire un peu de bruit. Alors soit ils seront en haut, soit ils seront en bas. Vous étonnez pas si au fur et à mesure arrive du monde. Voilà. Mohamed ? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de participer au lancement de cette journée. J'ai cru comprendre qu'hier, il y avait plus un débat et qu'aujourd'hui, on s'oriente vers des discussions beaucoup plus techniques qui impliquent en particulier un certain nombre de personnes de l'université, et je m'en réjouis. Alors, l'université de Pau et des Pays de l'Adour est une université qui a fait des questions de changement climatique un point central de son développement. C'est une université qui s'est positionnée sur les questions de transition au pluriel, et en particulier énergétique, environnementale ou sociétale dans les contextes que nous connaissons. Elle a d'ailleurs candidaté à un appel à projet de l'État sur les campus d'excellence, et elle a été labellisée Campus ICIT sur les questions de transition énergétique et environnementale. Donc son programme d'activité pour les années à venir porte sur ces questions. Elle a pour ambition d'être une université visible sur ces questions à l'échelle européenne dans les années à venir. Cela implique un travail en interne de réorganisation et aussi de reconcentration des forces de recherche, mais aussi de formation sur ces questions-là. Cela implique aussi de faire travailler aussi bien des scientifiques aux sciences dures du terme que ceux de sciences sociales et humaines, et donc de faire converger toutes les forces de l'université sur ces questions. C'est un point important parce que le territoire a pour ces problématiques qui sont mises en avant pour le territoire, bien entendu, mais aussi pour, à l'échelle nationale, continentale ou planétaire. Et donc, il est important qu'une université comme la nôtre, qui est une petite université, travaille en symbiose et en cohérence avec les préoccupations du territoire. Et le fait d'inscrire son activité, son programme de travail, son ambition dans ces thématiques-là est pour moi très important parce que d'abord, cela veut dire que l'on est bien en phase avec la société et les préoccupations de la société et que les formations que l'on porte, les recherches que l'on supporte vont dans ce sens. C'est important aussi par rapport à l'histoire de l'université. L'université a été créée il y a une 50aine d'années, une 40aine d'années plus exactement, mais elle existait avant sous forme de collège décentralisé de l'université de Bordeaux. Et son ADN, c'était l'AC, c'était la société, la SNPA, puis Alpha Aquitaine. Donc c'était les ressources fossiles. Et il est important que cette université, qui a été portée par les questions énergétiques fossiles, sache se reconvertir et se projeter vers tout ce qui est ressources renouvelables, tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est transition environnementale, sous les différentes formes que cela a, en particulier les conséquences sociétales et l'acceptabilité de toutes ces transformations. Donc c'est très important pour nous de nous investir pleinement dans ces questions-là, et je suis très heureux de voir que nombre de collègues de l'université y prennent une très belle part. Juste pour terminer, mais ça n'est pas anodin ce que je vais dire, je pense que c'est très important, l'université doit être aussi un acteur de territoire en tant que terrain d'expérience pour ces questions de transition. Et je m'explique. Il est souhaitable que l'université ait un plan, et nous y travaillons, à ce que d'ici 5 ans, nous soyons un campus à énergie positive, exemplaire sur les questions de gestion des déchets, exemplaire sur les questions de mobilité interne et en connexion avec l'externe, exemplaire sur les comportements et l'apprentissage des comportements auprès de nos étudiants, bien entendu, mais aussi de nos personnels et de nos équipes, qu'elles soient de recherche ou de formation. Donc il est important, au-delà de l'aspect scientifique, au-delà de l'aspect formation, que nous soyons un exemple sur le territoire en termes de processus de mise en place pour assurer cette transition avec des bonnes pratiques, je dirais cela comme ça. Donc,
nous sommes, je rappelle que sur nos différents campus, nous avons 13 500 étudiants, 1200 personnels, et qu'autour gravitent de 20 à 30 000 personnes. Nous sommes un acteur économique de fait sur les territoires de l'Adour, et il est important que nous soyons aussi un exemple de terrain sur ce qui peut être fait dans la pratique, que nous ne soyons pas uniquement une institution qui produit de la connaissance ou qui forme, mais que nous soyons aussi une institution qui applique et qui sert d'exemple. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée de travail et bonne suite. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc quelques mots en complément des propos de Mohamed qui vont illustrer l'aspect surtout pluridisciplinaire de la réorientation de l'université, même si celle-ci dans son ADN est pluridisciplinaire, mais en quoi le pluridisciplinaire va complètement s'inscrire dans les préoccupations aujourd'hui de recherche autour de l'environnement, autour de l'énergie. Il se trouve que une des forces de Pau dans la recherche en sciences humaines a toujours été le droit, grâce à des grands anciens, Franck Moderne par exemple, Jean-Claude Douens, Pierre Bon, c'est-à-dire des professeurs qui ont une aura nationale, voire internationale, et qui ont fait de Pau une sorte de place assez forte du droit en France, de l'étude du droit, mais aussi du droit public, plus précisément. Il se trouve que avec cette orientation vers le droit de l'environnement, le droit de l'énergie, Pau droit public était assez naturellement enclin à représenter cette orientation dans la mesure où un des points marquants de l'identité du droit public à Pau était toujours l'étude du droit local et du droit territorial. Et bien évidemment, on a développé depuis énormément d'années des collaborations très fortes avec les institutions territoriales, avec les élus, mais aussi avec les administrateurs locaux, que ce soit en Béarn, que ce soit au Pays Basque, que ce soit dans les Landes, voire dans les Hautes-Pyrénées. Donc cet ancrage local et cette étude du droit local fait que, naturellement, nous sommes un observatoire assez privilégié pour toutes ces évolutions juridiques qui, aujourd'hui, intègrent ces impératifs de transition énergétique, de développement durable. Donc c'était assez naturel que nous soyons totalement associés à cette recherche aujourd'hui plus orientée vers ces thématiques. Nous sommes évidemment en collaboration avec d'autres centres d'études, que ce soit en sciences dures ou que ce soit en sciences humaines, et on aura quelques mots pour la directrice de passage bientôt, juste après. L'avantage que je vois vraiment dans cette réorientation, et on le touche du doigt au quotidien, c'est que cet aspect pluridisciplinaire de l'université était jusqu'à présent un peu juxtaposé. Les différents domaines d'études se concentraient sur leur propre objet d'étude sans forcément d'interconnexion. Et aujourd'hui, c'est net, hein, je peux en témoigner. Nous avons des discussions, des projets communs qui se multiplient avec des chimistes, peut-être pas des mathématiciens, mais ça va peut-être venir, des physiciens, des sociologues, des géographes. On a vraiment une pluridisciplinarité qui se met en route et qui, loin d'être un effet d'affichage, devient une réalité. Un même objet d'étude peut parfaitement être appréhendé par différents axes, et cette complémentarité-là, l'Université de Pau entend en faire vraiment à la fois un élément, on dit aujourd'hui disruptif, un élément qui la distingue des autres, et un élément de force dans les études qu'elle mène.
Pour ce qui est du droit, nous avons entendu aussi, et cela dans la dynamique d'ensemble de l'ICIT, essayer de mettre autour de la table, autour des problématiques juridiques, les différents acteurs concernés par les problématiques de transition énergétique et de développement durable. Et nous avons initié un consortium pour droit énergie, qui accueille en son sein à la fois des acteurs de terrain, dont l'agglomération paloise, par exemple, hein, il y en a d'autres, ça peut être des syndicats d'énergie, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi des entreprises qui peuvent être totalement associées à la réflexion et qui sont aussi en demande d'un certain nombre de réflexions, qui vont d'Enedis à Terega, en passant par Valorem, par exemple, pour tout ce qui est éolien. Donc, vous voyez la dynamique. Et puis, des universités françaises, autres que Pau, par exemple Lyon 3, des universités de plus en plus aussi parisiennes qui sont intéressées, mais aussi internationales, allemandes notamment. On a des contacts avec Houston aux États-Unis. Donc l'idée étant d'organiser un espace à la fois de réflexion, mais aussi de remontée d'un certain nombre de problématiques qui méritent d'être étudiées. Donc, ces simples propos, juste pour témoigner de la mise en route au sein de l'université, autour des structures un peu traditionnelles qui étaient les centres de recherche, d'une vraie dynamique de recherche autour des problématiques qui ont été saluées par le ministère comme spécifiques à l'université de Pau et méritant un investissement important, labellisation ICIT. Et pour montrer aussi que nous avons espoir dans la reconnaissance à terme de l'université de Pau comme une université de premier plan dans ces domaines-là. Et je pense que les propos de la représentante de la directrice de passage iront sans doute dans le même sens. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite également, après Mohamed, une excellente journée de travaux. Merci beaucoup. Alors, on va laisser s'installer les lycéens, je pense. On prend 2 minutes avant le propos de Christine Bouisset. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ici simplement pour dire quelques mots au nom de Sylvie Clarimont, qui dirige le site palois du laboratoire Passage. Sylvie est en déplacement à l'étranger, donc elle regrette de ne pas pouvoir être avec nous lors de cet événement. Donc, je confirme le plaisir que nous avons au sein du laboratoire à participer à l'organisation de ces journées, et en particulier la journée d'études d'aujourd'hui, qui témoigne bien, comme l'ont dit M. Amara et Jean Gourdou, à la fois du dynamisme de la recherche à l'Université de Pau et de l'étroitesse de nos partenariats et de nos collaborations, à la fois en interne, dans une dimension interdisciplinaire. Et c'est vrai que nous construisons de plus en plus de choses ensemble, alors soit des petits événements ponctuels comme aujourd'hui, mais aussi des collaborations au long cours au travers du montage de projets de recherche communs entre Pau droit public et le laboratoire Passage. Et puis ça témoigne aussi du dynamisme de nos partenariats et en particulier de notre implication dans le territoire de l'agglomération de Pau Pyrénées. En effet, cette journée elle a été rendue possible par un travail que nous menons depuis plusieurs années et en particulier depuis 2 ans. Nos 2 centres de recherche ainsi que les techniciens en charge des questions environnementales au sein de l'agglo. Et donc, ça débouche sur des réflexions communes qui, je l'espère, seront fertiles pour le territoire. Alors, quelques mots très très rapidement sur le laboratoire Passage pour éviter de
prendre trop de retard en ce début de journée. Il faut savoir que le laboratoire Passage, qui rassemble principalement des géographes, des aménageurs et des sociologues, est né en 2016 de la fusion de 2 laboratoires aquitains, le laboratoire HADES et puis le laboratoire 7 de l'Université de Pau. Donc nous sommes sur le territoire de l'agglomération les héritiers de ce laboratoire 7. 7, ça voulait dire Société, Environnement, Territoire. Donc je pense que ça témoigne bien de ce qu'était et de ce qu'est toujours notre ADN en termes de recherche, c'est-à-dire une recherche à la fois réflexive, mais aussi impliquée dans le territoire, et c'est une des forces de notre équipe qui a toujours été reconnue au niveau national. Et je suis d'autant plus heureuse d'être là aujourd'hui que le projet scientifique du laboratoire Passage porte sur la question des changements globaux et des reconfigurations des spatialités. Pour le dire autrement, il s'agit de réfléchir à la façon dont les changements actuels, contemporains, reconfigurent notre façon de voir le monde, reconfigurent nos pratiques quotidiennes, reconfigurent nos rapports aux lieux et aux territoires qui nous entourent. Et dans ce contexte de grands projets scientifiques de l'UMR, l'équipe paloise a choisi de travailler tout particulièrement sur la question des transitions. Donc vous comprenez qu'on est ici au cœur à la fois de notre projet scientifique, de notre ambition, et ambition que l'on va retrouver également dans nos structures de formation. Et je salue les étudiants de nos masters qui sont là aujourd'hui, et j'espère qu'ils contribueront, ainsi que les chercheurs à la fois de Pau et puis les collègues invités, à faire de cette journée une journée féconde en termes de réflexion sur la transition dans un territoire. Merci. Bonjour à tous. Alors, vous m'excuserez, je n'entends pas. Alors, je ne sais pas si je parle fort ou doucement, comme je suis un petit peu enrhumé depuis 2 jours. Voilà, donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Boniface, je suis adjoint au maire à Pau depuis 10 ans. Et avant ça, j'ai fait des études de géographie à l'université de Pau. J'ai été formé après plutôt par des géologues dans la vie professionnelle. Pourquoi je dis ça? J'en profite qu'il est le président de l'université pour rappeler l'importance de l'université dans une ville comme Pau. Importance liée à son campus, qui est un lieu de vie, importance par rapport à la population d'étudiants et importance par rapport à tous les chercheurs scientifiques qui aident la collectivité et puis s'engagent aussi, il y en avait un certain nombre hier soir, s'engagent auprès des associations, auprès des quartiers, auprès de la collectivité sur un certain nombre de sujets. Moi, je vais avoir la lourde tâche de vous présenter le plan climat. Alors, pas de la ville de Pau, mais de l'agglomération de Pau. Alors, Xavier, dis-moi, c'est celui-là? Le vert. Celui-là? Ah oui. Alors, juste pour vous rappeler, les collectivités ont des obligations réglementaires. Bon, c'est pour ça qu'en 2006, il y a eu une charte de l'environnement. Alors, vous avez au fil des années différents documents comme ça qui voient le jour. Et malheureusement, je ne dis pas que c'est le cas pour Pau, mais ces documents sont souvent des documents qui sont bien travaillés par les services, par des bureaux d'études et avec les élus qui sont sur ces sujets-là. Et très souvent, ces documents restent au fond d'un tiroir. Ça a été le cas d'un certain nombre de documents comme la charte de l'environnement dans un certain nombre de collectivités, pour différentes raisons. En 2011, il y a eu un agenda 21 aussi à la ville de Pau. Et puis en 2015, nous avons été désignés territoire énergie positive pour la croissance verte, donc ce qui nous a permis d'avoir un petit peu d'argent pour faire un certain nombre de travaux. Tout ça pour vous dire que les documents peuvent être très 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 bien, mais s'il n'y a pas la volonté politique derrière, ça peut ne rien donner. D'où l'importance, et on le voit encore avec l'actualité, c'est cette question-là de la transition énergétique, qu'on appelle aujourd'hui transition énergétique. On parlait d'agenda 21, de développement durable à une époque. Tout se joue au niveau politique. Si j'ai décidé de m'engager en politique, c'est pour ça.
parce que je m'étais aperçu qu'en tant qu'associatif, en tant que citoyen, dans la vie professionnelle, on pouvait faire des choses. Mais le levier, bien évidemment, il est au niveau de chacun, puisque chacun peut faire des choses, mais il est surtout au niveau politique. Et s'il n'y a pas la volonté politique, au niveau local ou national, on ne peut pas avancer. Alors, on a fait un plan climat qui était une obligation réglementaire. On a souhaité faire un plan climat qui soit réaliste. C'est-à-dire que vous verrez, il y a 5 axes avec des objectifs chiffrés qui ne vous sont pas présentés aujourd'hui, mais en fait, on a voulu, par rapport aux objectifs nationaux et européens, par moment, on est un peu en dessous, mais en tout cas, on a souhaité faire des choses qui soient réalistes, non pas présenter un document qui soit très ambitieux, mais qui ne soit pas réalisable dans les années qui viennent. Donc, en résumé, on a fait tout un état des lieux. On a vu différents scénarios en termes de transition énergétique. Et puis après, on a élaboré un plan d'action. Et puis derrière, bon, tout ce qui est procédure de consultation pour après une adoption en conseil communautaire. Alors, tout ça, ça prend du temps, hein, puisque le plan climat a été adopté en conseil communautaire en juin 2018, mais il a demandé quand même 2-3 ans de travail. Alors voilà les objectifs que l'on s'est fixés au niveau de l'agglomération de Pau. Agglomération de Pau aujourd'hui avec 31 communes. En dessous, on a souhaité, j'ai demandé au service de rappeler quand même les objectifs nationaux européens, parce qu'il ne faut pas se cacher que voilà, par rapport à certains objectifs, on ne sera pas forcément dans les clous, mais en tout cas, les objectifs qu'on présente là, c'est des objectifs qui sont réalisables et qui seront atteints. Donc avec moins 27% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, 20% d'économie d'énergie à l'horizon 2030, multiplié par 2 d'ici 2023 la production d'énergie renouvelable, en sachant qu'aujourd'hui, par rapport à la consommation, puisqu'on a fait une étude assez précise en début de mandat, enfin en 2014-2015, une étude assez précise sur exactement la consommation de notre territoire en termes d'énergie et la production en termes d'énergie renouvelable. Et donc aujourd'hui, on est plutôt à 5%, ce qui est bas, et l'objectif, c'est de doubler, de passer à 10% de production d'énergie renouvelable d'ici 2023. Et tout ça, ça sera fait. Vous avez entendu, pour ceux qui étaient là hier soir, le président de l'agglo parler d'un certain nombre de sujets, des sujets plutôt importants, plutôt structurants, mais vous verrez qu'il y a des sujets importants et qui font parler, mais il y a des sujets aussi, des actions au quotidien qui sont aussi importantes que les gros projets structurants. Et puis moins de 10% de polluants atmosphériques à l'horizon 2030. Donc 5 axes sur ce plan climat, la sobriété carbone, le confort de vie, l'innovation, on va le voir tout à l'heure, les énergies renouvelables et la mobilisation locale. Donc ces sujets-là, c'est nous qui les avons choisis, hein. Ce ne sont pas des sujets qui nous ont été imposés. Sur le premier axe, donc je ne vais pas tout vous lire, on est plutôt sur l'aménagement du territoire. Et je mettrai en avant la question du PLUI, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est-à-dire que jusqu'à présent, chaque commune urbanisait comme elle le souhaitait. Et avec, à titre personnel, je trouve des dégâts assez considérables, puisqu'on a urbanisé sur l'agglomération de Pau ou en périphérie sur des terres agricoles de très très bonne qualité. Mais un peu cette folie qui, j'espère, s'arrêtera au niveau des élus de toujours construire, urbaniser, puis on construit encore plus de logements, encore plus d'immeubles, alors qu'au centre-ville, on a 20 ou 25% de logements vides et qu'on a des friches industrielles sur le territoire de l'agglomération de Pau. Donc cette folie qui, j'espère, s'arrêtera. Mais la question du PLUI, c'est très important, c'est-à-dire que l'urbanisme sera décidé au niveau intercommunal avec des règles sur le nombre de logements que l'on peut construire, par exemple, dans chaque commune. Donc ça, c'est un élément très, très important. Alors des projets plus importants, je vous le disais, comme le bus à haut niveau de service. Alors le bus à haut niveau de service, oui, à hydrogène, d'accord. Mais vous savez, il n'y a pas aujourd'hui une énergie propre, totalement propre. Ce que je trouve important dans ce projet-là, c'est qu'on va pouvoir transporter des dizaines de milliers de gens avec un transport collectif. Et c'est surtout ça qui, à mon avis, il faut retenir. Tout ce qui est lié à la mobilité, donc il y a le bus à haut niveau de service, tout ce qui est lié au vélo, sujet sur lequel je reste convaincu que Pau a la taille idéale et le relief idéal pour faire de Pau une ville vélo. Il y a eu des choses qui ont été faites depuis 15 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, mais tout ça c'est dans le plan climat avec des objectifs, donc vous avez
un objectif qui est de 8% des déplacements en vélo et 10% en transport en commun. Ce sont des chiffres que l'on retrouve dans d'autres collectivités. Et donc, il n'y a pas de raison que nous, au niveau de Pau et de l'agglomération, on n'y arrive pas. Le deuxième axe, qui est plutôt sur le confort de vie des habitants, parce que l'idée, c'est quand même de faire comprendre que tout ça, ça va apporter du bien-être aux gens quand même. Avec des aspects sur la nature en ville ou la qualité de l'air. Donc Hervé Le Treut en parlait hier. Je pense qu'il y a tout un enjeu pour les collectivités autour des îlots de fraîcheur à créer dans une ville par rapport au changement climatique, au réchauffement climatique, de pouvoir avoir des espaces très nature et où on peut avoir une température de l'air qui puisse baisser. Beaucoup d'actions aussi autour de l'habitat, parce que vous l'aurez compris, mais tout se joue autour des transports, je dirais, autour de l'habitat. Alors l'habitat, c'est facile à dire, après il faut donner les moyens aux gens aussi d'être accompagnés. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut rénover, mais si vous n'avez pas les banques qui sont derrière, si vous n'avez pas tout un processus qui est mis en place pour vous aider, soit sur le comportemental, soit sur la question des travaux dans votre habitat, les choses ne sont pas simples. C'est pour ça d'ailleurs, on le verra tout à l'heure sur un autre slide, où on a mis en place depuis 2 ou 3 ans, c'est indiqué ici, tout un dispositif qui est, alors c'est vrai, qui est unique en France, où en fait, ce n'était pas une obligation dans les compétences de notre collectivité, mais de pouvoir identifier tous les gens qui sont en situation de précarité énergétique, qui rentrent dans des dispositifs ou pas, et de pouvoir être là pour les accompagner sur l'aspect comportemental ou l'aspect rénovation. Et puis on veut mobiliser, bien évidemment, vous le verrez sur les différents axes, on veut mobiliser tous les acteurs territoriaux, je pense en particulier, quels que soient les sujets, au monde de l'entreprise. Un troisième axe qui est autour de l'innovation. Alors on a parlé d'hydrogène, on parle aussi de GNV, de gaz naturel pour les véhicules. Puis je pense qu'il y a aussi toute l'innovation sociale et tout ce qui peut être du quotidien et plus social avec des actions à développer. Et puis des nouveaux partenaires, ils ont été cités. Une question aussi au-delà de l'habitat et des transports, c'est la question de la consommation, de notre modèle de consommation. Et là, je crois qu'il y a énormément on a fait des choses depuis une dizaine d'années autour de l'agriculture de qualité et de proximité. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Avec d'ailleurs la question du PLUI, qui, je l'espère, nous permettra de réserver des espaces dans l'agglomération ou en périphérie pour développer tout ce qui est agriculture de qualité et circuits courts. Un quatrième axe qui est sur les énergies locales. Donc, comme cela a été évoqué hier, on a un projet important de réseau de chaleur. Alors là aussi, l'accent est plutôt mis sur l'aspect géothermie profonde. Alors, juste pour rappeler que le projet de réseau de chaleur qui va se réaliser, alors dans le film qui a été présenté hier, c'était fin 2019, mais j'avais été un petit peu ambitieux, je disais ça dans le film hier soir, un petit peu ambitieux, ça sera plutôt fin 2020 pour la saison de chauffe 2020-2021, mais ce réseau de chaleur se fera. Et au-delà de l'aspect géothermie profonde, c'est un réseau de chaleur qui va alimenter 5000 équivalents logements, donc autour de l'université, tout l'habitat collectif autour de l'université. Voilà, donc ces 5000 équivalents logements, c'est un dossier important. Et si le projet de géothermie profonde voit le jour, on sera à 7000 équivalents logements. Voilà. Donc dans tous les cas, on chauffera à minima 5000 équivalents logements à partir d'une énergie renouvelable. Donc c'est très intéressant. La question de la méthanisation, qui est aussi un sujet important. D'ailleurs, je devrais m'absenter 1 heure ce matin et 1 heure cet après-midi sur ce sujet-là, puisque j'ai un comité de pilotage sur le projet de méthanisation qui va voir le jour aussi en 2020. La question du cadastre solaire qui a été présenté hier. Alors, le cadastre solaire qui a été présenté hier, encore une fois, voilà, c'est pas forcément des sujets sur lesquels il y a beaucoup de communication, mais c'est important d'être sur le quotidien des gens, au-delà des gros projets. Et le cadastre solaire, on n'a pas inventé, on avait vu ça sur d'autres territoires, donc on a décidé de le faire ici. Il va permettre à chaque habitant de l'agglomération de Pau de savoir si le bâtiment dans lequel il habite, la maison dans laquelle il habite, si le toit, en fonction de la pente, l'exposition, l'orientation, si le toit peut être intéressant en termes de modèle économique pour mettre du photovoltaïque ou du thermique. Et voilà, et sur le bois énergie, on continue à
à faire le maximum. Il y a une chaufferie bois qui, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, qui est là depuis 2010 ou 11 et qui fonctionne bien puisque les gens, par rapport au prix du gaz de l'époque, paient 20% de moins par rapport à ce qu'ils devraient payer s'ils étaient restés au gaz il y a 10 ans. Pardon. Dernier axe. Alors c'est un axe qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais au-delà des gros projets, il y a le quotidien des gens. Il ne faut pas se tromper de priorité. Les deux vont de pair. C'est comme ceux qui croient à la solution technologique pour résoudre tous les problèmes que connaît notre planète et notre société. Je pense que ces gens-là se trompent. Bien évidemment qu'il y a le progrès technologique et les solutions technologiques, mais il y a aussi le quotidien des gens, le comportemental. Et là, donc depuis 4 ans, on met le paquet avec des actions et on continuera à le faire dans le cadre du plan climat, puisqu'on a mis en place famille zéro déchet, zéro gaspillage, famille à énergie positive. On intervient dans toutes les écoles privées ou publiques de toutes les communes de l'agglomération de Pau sur des projets soit sur la maîtrise de l'énergie, soit sur la gestion des déchets. Donc c'est très important que l'on continue à toucher les enfants, parce que c'est eux, vous le savez, qui nous sensibilisent à la maison. Hein. Ils deviennent même meilleurs que nous, très rapidement. Et puis c'est eux qui seront les décideurs de demain, c'est eux qui seront à notre place. Et donc il faut espérer qu'ils ne feront pas forcément les mêmes erreurs que nous. Donc c'est très très important qu'on continue. On a un objectif de 10% de la population. Donc si vous prenez l'agglomération, 165 000 habitants, on s'est donné comme objectif de toucher 17 000 personnes. Donc ça, c'est l'axe 5, c'est très important. Et je finirai par le label Citergie. Donc encore une fois, comme je le disais en introduction, on a depuis 15 ou 20 ans des documents qui ont été élaborés par les collectivités et qui n'étaient pas forcément suivis de fait, ou alors quand une analyse était faite, on se regardait un petit peu trop le nombril et puis on essayait de faire beaucoup de communication. Je dis ça au niveau national, hein, et puis de montrer que ce qu'on avait fait était formidable. Donc là, on a mis en place une démarche de labellisation Citergie, qui est un organisme indépendant et qui nous labellise. Chaque année, on fait le point avec lui en fonction des objectifs que l'on a fixés dans le plan climat, et qui petit à petit, il y a différentes marches de labellisation. Donc on a eu une première labellisation, donc c'est très important aussi dans tous ces outils d'aide à la décision d'avoir en permanence des objectifs chiffrés pour savoir le nombre de personnes que l'on touche. En face de ça, les montants, parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais il y a la question financière derrière. Et puis, avoir des organismes qui puissent nous évaluer, nous dire si on est bon ou pas, et les progrès que l'on a à faire. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Bonne journée et à plus tard. Alors, donc merci pour vos introductions. Dans l'organisation de la journée, je ne vous avais pas dit qu'il y avait des conférences qui venaient cadrer chacune des présentations qui seront faites. Et il y en a 2 conférences, une qui va cadrer la matinée et une qui va cadrer l'après-midi. Celle de la matinée sera prononcée par Denis Salle et celle qui va cadrer l'après-midi sera prononcée par Yann Fournis de l'Université du Québec et de l'Université de Rimouski. Et Denis Salle est à l'IRSTEA à Bordeaux. Et avant ces 2 conférences de cadrage, je vous propose une autre toute petite conférence de cadrage qui sera prononcée par moi et qui va durer 10 minutes, mais qui a pour but de vous présenter ça va faire rire mes étudiants, enfin ceux qui m'ont eu en cours ces diapos, qui les ont assez vus, mais de vous présenter quels sont les débats en matière de solutions au changement climatique. Et je voulais vous présenter cette diapo parce qu'à mon avis, elle est importante pour structurer nos débats, pour comprendre comment se situent les différentes positions relativement au changement climatique. Donc cette diapositive, c'est un graphique qui a été produit par une expertise globale menée en 2005 qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, qui en gros s'intéresse à un changement global qui est la crise de la biodiversité. Et elle se dit, par rapport à cette crise de la biodiversité, comment peut-on imaginer le futur ? Et elle est tout à fait valable pour le changement climatique, elle est valable en fait pour l'ensemble des changements globaux. Et elle oppose 4 solutions
qui évidemment, pour des raisons pédagogiques, on les présente comme séparés, mais le but à la fin, c'est de les relier. Alors, on peut les voir, ces positions, en fonction de 2 axes. Alors, les lycéens, vous voyez, axe des abscisses, axe des ordonnées. Normalement, vous voyez, parce que mon fils, il voit ça en ce moment, donc vous êtes censé le voir. Les abscisses, l'axe des X, il oppose des solutions qui, à gauche, du côté du négatif, sur les graphes, va être réactif. En gros, on se dit, le changement climatique ou la crise de la biodiversité, on va la laisser venir parce qu'on n'est pas capable d'agir pour qu'elle n'arrive pas, mais on va s'y adapter. Et à droite, elle dit non, on va essayer de ne pas la laisser venir et on va essayer de mettre en place des actions pour la prévenir. Prévenir ou guérir, si vous voulez. Et le prévenir étant du côté positif de l'axe. Et puis, sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y, on a une opposition entre le local et le global. En gros, on dit la solution, il faut d'abord qu'elle soit pensée localement, ou la solution, il faut d'abord qu'elle soit pensée globalement. C'est-à-dire, localement, on pense à soi, à son territoire, et on essaie de trouver une solution pour soi, ou globalement, on essaie de trouver une solution pour tout le monde. Donc vous voyez, le moins, ça va être le local, le plus, ça va être le global. C'est pas moi qui ai fait le graphe, moi j'aurais pas mis peut-être c'est plus-moins, mais c'est cela. Et donc il y a 4 solutions qui sont envisagées en fonction des 4 cadrans. En bas à gauche, je vais commencer par le moins-moins, celui que l'on veut éviter, c'est ce qu'on appelle l'ordre par la force. En gros, ça consiste à dire, bon, le changement climatique il va arriver et on va s'en protéger chacun comme on peut dans nos territoires. Et ce qui va se passer si on fait ça, la prévision, c'est que on va renforcer, on va doubler les inégalités sociales et géographiques déjà existantes d'inégalités environnementales. En gros, les pauvres vont non seulement être pauvres, mais en plus vivre dans des environnements dégradés et très dégradés. Ça nous dit, pour le redire autrement, que les pays africains, qui sont ceux qui vont le plus souffrir du réchauffement climatique, c'est à peu près simple à comprendre. Si vous réchauffez partout, là où il fait déjà chaud, il va faire très chaud et ça va être très dur. Les pays africains vont doubler la pauvreté qu'ils connaissent d'environnements qui vont être très difficilement vivables. Et à l'inverse, un certain nombre de pays vont, eux, continuer à vivre bien et continuer à s'améliorer. Alors c'est valable pour les pays où il fait aujourd'hui froid avec le réchauffement climatique, ça va se réchauffer, il va faire meilleur. Et puis des pays comme les nôtres où ça va chauffer, mais pas autant que ça va chauffer dans les pays africains ou ou dans certains pays asiatiques, et où nous, on ne sera pas bien, mais on sera correctement bien. Et du coup, s'il y a des inégalités sociales et géographiques, on peut imaginer que ceux qui sont pauvres et qui vivent dans des environnements dégradés vont vouloir venir chez ceux qui vivent mieux économiquement et qui vivent dans des environnements plus préservés. Et ce que nous dit ce scénario, c'est que si on ne fait rien pour prévoir cela, eh bien, la seule solution pour les pays préservés, pour éviter l'afflux de personnes venant des pays dégradés, sera de construire des murs, et puis pour éviter que les pauvres vivant dans des environnements dégradés ne viennent chez les riches vivant dans des environnements préservés. Alors toute référence à des murs existants est bien entendu purement fortuite, et il n'y a aucun message politique par rapport à certains élus de certains pays qui ont fait campagne sur certains murs. C'est pas de ça dont on parle. Et évidemment, la mer Méditerranée, je ne dis pas que c'est un mur, mais ça peut servir à ça. Le scénario ordre par la force est un scénario à la fois le plus probable si on ne fait rien, c'est-à-dire c'est ce qui risque d'arriver, et un scénario catastrophe, c'est évidemment celui qu'on veut éviter. Et les 3 autres scénarios sont des manières d'essayer d'inventer un monde qui ne soit pas ce monde de la somme des impacts environnementaux et sociaux négatifs et le monde des inégalités, des égoïsmes. Donc le scénario en haut à gauche est un scénario réactif global. En gros, vous voyez l'image, elle représente des gens qui discutent autour d'une carte du monde. Vous voyez aux couleurs de peau
on a 3 continents qui sont représentés. On imagine que c'est une instance type Nations Unies et des acteurs qui discutent autour de la table et qui disent « bon, ben d'accord, le changement climatique est là, la crise de la biodiversité est là, on est tous impactés, mais pour limiter l'impact, on va faire comme ci, comme ça. Toi, tu ne peux plus produire d'aliments parce que désertification ou autre, on va t'envoyer des aliments. Ou alors on va accueillir une partie de ta population. Ou alors, voilà. On essaie de trouver ensemble des solutions pour répondre aux problèmes que notre civilisation a posés. C'est un scénario optimiste, mais c'est un scénario qui est celui de la diplomatie, de la négociation politique. Typiquement, aujourd'hui, on a la COP 24 qui se tient en Pologne. C'est typiquement l'objectif d'une COP que de faire dialoguer les acteurs autour des problèmes environnementaux pour essayer de les faire prendre ensemble des solutions. Ce monde-là, le monde de la négociation politique, est là pour prendre des solutions, mais est là pour prendre quelles solutions ? Comment envisage-t-il l'avenir ? Il y a 2 grandes solutions qui semblent s'opposer, qui sont la solution Technogarden et la solution mosaïque adaptative. Là, vous voyez, on passe du côté proactif en essayant de se dire on ne se contente pas de réagir, on essaie de construire un futur différent. Mais il y a 2 grandes voies qui organisent 2 univers d'imagination des solutions au changement climatique. La voie en haut à gauche, c'est la voie Technogarden, c'est-à-dire c'est la voie de la technologie. La technologie va nous aider à résoudre les problèmes que les technologies ont créés. La croyance, ce qui est derrière, c'est de dire, pour lutter contre le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, on va inventer des énergies propres. Pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, on va essayer de faire de l'ingénierie écologique. Pour lutter contre, et puis il y a tout un tas de solutions, c'est le monde de l'ingénierie et de la solution technique, technologique. On la connaît, et dans ce que nous a présenté M. Boniface sur le plan de l'agglomération, le bus à hydrogène, c'est une solution technologique, typiquement. Ou la géothermie profonde, c'est une solution technologique. Et ça fait partie de l'univers des solutions. Et puis, il y a un deuxième univers de solutions qui est les solutions qui sont qualifiées de mosaïque adaptative, qui consiste à dire chaque territoire va essayer d'utiliser des technologies. Vous voyez, il y a une éolienne, il y a un panneau solaire, mais de les utiliser à l'échelle des territoires pour essayer de rendre chaque territoire autonome en matière énergétique, en matière d'impact sur les milieux, et d'organiser ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire quand un territoire n'arrive pas à produire de manière autonome, d'organiser les échanges avec d'autres territoires. Ce monde-là, quelque part, c'est le monde de la décroissance, c'est le monde de ceux qui disent « les solutions ne sont pas dans plus de technologie, les solutions sont dans le changement de mode de vie ». Alors, les graphiques, je vous l'ai dit, datent de 2005, c'est-à-dire c'est daté en matière d'histoire intellectuelle, 2005 c'est la préhistoire, ça a 15 ans. Et depuis, le monde de la solution au changement climatique évolue. Mais je trouve bien de le présenter parce que ça nous donne bien les termes du débat. Et comment le monde évolue ? Il évolue à essayer d'inventer quelque chose au milieu, quelque part par là, de se dire ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des solutions locales qui résolvent technologiquement aussi les problèmes. En gros, ça consiste à dire on ne s'en sortira pas qu'en changeant les modes de vie, on ne s'en sortira pas qu'en inventant de nouvelles technologies, il faut inventer quelque chose au milieu. Et le but de cette journée, le but de tout un ensemble d'acteurs, c'est de dire comment fait-on pour inventer quelque chose au milieu, quelque chose qui soit à la fois ici et qui prenne en compte les solutions politiques, mais qui surtout nous permette d'éviter cette solution-là, dont au fond personne ne veut, mais vers laquelle on se dirige. Et cette introduction, elle est simple sur les différentes solutions, mais elle a pour but d'aider au débat aujourd'hui et à se dire, quand on envisage une solution et quand on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, toujours penser qu'il y a d'autres acteurs qui pensent autre chose et que c'est dans la concertation et dans le mélange entre différents types de solutions que réside sans doute l'avenir. Voilà. Je vous remercie pour vos introductions, je me remercie pour mon introduction.